bonjour. Merci de nous rejoindre sur ce plateau pour ce débat sur l'actualité nationale. L'ambassadeur américain en RDC conduit une délégation du Sénat américain au Nord Kivu pour évaluer l'état de siège, raisons et conséquences. La justice congolaise frappe dans le camp au pouvoir. Quelle réflexion faites-vous sur cette manière de procéder? Maître Estimé Dandala, coordonnateur national du Conseil patriotique et progressiste chrétien, c'est un parti allié à l'FDCA, et M. Moïse Mbouta, analyste politique, sont là mes invités. Pour le moment, nous attendons les deux autres. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour madame. Nous allons d'abord aborder le sujet des épreuves des examens d'État qui ont commencé aujourd'hui, des épreuves qu'on redoute pour ne pas se passer dans toute l'étendue du territoire national, surtout dans les zones à conflit. Maître Estimé, doit-on malgré tout courir le risque d'accueillir les élèves dans de telles circonstances? Nous commençons d'abord par souhaiter bonne chance à tous les élèves qui sont attendus par la République à l'organisation de ces tests. Mais aussi, nous devons dire que le gouvernement de la République a beaucoup d'éléments sur l'aspect sécuritaire et que, comme d'habitude, ils vont prendre les mesures idoines pour protéger tous les finalistes afin que les examens se déroulent très bien. Et faut-il sécuriser les centres par une forte présence militaire afin de décourager les terroristes qui peuvent s'en prendre à eux, disons aux élèves? Merci madame pour l'invitation. Je salue Maître Estimé en face de moi. Et je pense que nous avons connu dans ce pays les cas de décès des élèves. L'année passée, c'était ceux de 6e primaire qui étaient abattus comme ça. Oui. Donc, composer les examens, organiser cette saison, c'est une bonne chose. Mais nous savons bien que d'ailleurs, c'est une question que nous allons aborder par rapport à l'état des choses. La sécurité de notre pays pose problème. Si le pays n'arrive pas à sécuriser ses citoyens, il y a tout un problème. Les cas de nos enfants qui partent faire cette session aujourd'hui, c'est le premier jour et nous profitons de leur souhaiter bonne chance. Je sais que le ministre va lancer ça d'ici, peut-être c'est déjà passé dans les Bandundu. Donc nous demandons que des mesures idoines puissent être prises pour protéger nos enfants à travers la République. Du point de vue psychologique, Maître Estimé, cela va-t-il contribuer à apaiser les élèves ou à les stresser davantage au cas où on optait pour une forte présence militaire afin de sécuriser? Parce que c'est la demande, il faut dire, des organisateurs dans les contrées à problème de ces épreuves des examens d'État, qui puissent avoir une présence pour décourager les terroristes. Il est vrai que la présence militaire à outrance ne doit que stresser les élèves, mais on doit en même temps se dire qu'à l'impossible, nul n'est tenu. C'est pourquoi la République, ayant pour mission de protéger ses habitants, ses citoyens, il n'a qu'à prendre des mesures. Si la mesure de renforcer militairement les centres d'examen d'État dans les zones en conflit est nécessaire et sine qua non, nous ne trouvons pas le mal à ce que nos compatriotes soient protégés, parce que la protection et la sécurité et la vie dépassent tout. Et mis à part le problème de la sécurité, il faut dire que depuis un certain moment, nous déplorons le niveau de ces élèves-là, parce qu'il faut dire que chaque année, à chaque session, nous voyons des vidéos, des interviews qui passent, que ce soit dans les télévisions, que ce soit dans les réseaux sociaux, où nous sentons que vraiment le niveau est en train d'aller décrescendo. Quelles sont les mesures idoines à prendre pour redorer l'enseignement en RDC? Merci madame, ça c'est... Que vous êtes vous aussi... Oui, je suis enseignant, oui c'est ça. C'est un problème aussi, nous décrions ça même à l'université. Parce que nous recevons au niveau à l'université des enfants qui n'ont même pas un niveau. Et c'est ce qui nous a étonné le mois passé quand le président est passé à l'IPEN pour dire que non, fini avec ces histoires de la vente des syllabus, les professeurs volent les parents et les étudiants. Cela a sonné mal aux oreilles des professeurs. C'était comme une insulte. Parce que, vous l'avez bien dit ici, que le niveau de nos élèves aujourd'hui est vraiment au rabais. C'est ce qui suppose qu'il doit y avoir des réformes au niveau de l'enseignement. Sinon, nous sommes en train de construire
une bombe à retardement. Et surtout, madame, avec la fameuse application de l'article 45, c'est la gratuité de l'enseignement de base. Là aussi, il y a un problème qui se pose. La fois passée, quand ces des primaires ont passé les TENAFEP, nous avons vu une élève avec un papier. J'estime que vous avez cette vidéo disant que non, l'examen était si facile, même celui qui n'était pas intelligent, en principe, devrait réussir parce que nous avions déjà en avance tous les questionnaires résolus par nos professeurs et nous sommes allés là que pour recopier ce qu'on nous a donné. Donc, il y a déjà un problème. Comment expliquer qu'un examen de telle envergure, que les élèves aient des papiers en avance? Chez nous, à l'université, nous faisons quoi souvent? Je viens avec des questionnaires à la tête pour éviter ce genre de tricherie. J'amène mon examen comme ça, j'ai les questions, soit sur mon téléphone ou à la tête, je dicte ça sur place pour cadrer, pour éviter la tricherie. Donc, notre gouvernement doit faire un effort, faire des réformes approfondies pour améliorer la qualité de l'éducation. Madame, vous voulez, il y a une université en Afrique du Sud où on a écrit à l'entrée, si vous voulez détruire une nation, n'allez pas utiliser les armes, mais plutôt détruisez l'éducation. C'est ce que nous sommes en train de vivre ici au Congo. L'éducation de nos enfants est en train d'être détruite. La part des responsabilités est partagée. De l'autre côté, nous avons le gouvernement qui devrait prendre en charge les corps enseignants et de l'autre côté aider les parents à ne pas vraiment débourser des sommes d'argent. Peut-être Maître Estimé peut parler de la gratuité, mais la gratuité pose problème. Il y a 2 ans où nos élèves ont étudié dans ces conditions, mais allez demander, et je reviens toujours à la vidéo de cet élève qui va dire, imaginez-vous une classe de 250 élèves où les enfants donnent en avance 200 francs à l'enseignant pour qu'il y ait une place pour se mettre les jours suivants. Donc, il y a un problème même là. Il faut bien cadrer cette mesure de la gratuité pour qu'on ait des têtes bien faites et non des têtes remplies. Maître Estimé, vous avez entendu la réforme de l'enseignement, c'est l'une des mesures qui est proposée par M. Moïse Mbouta, mais c'est vague de dire comme ça, réforme de l'enseignement. Qu'est-ce qu'il faut exactement réformer dans l'enseignement? Le programme, d'abord, le programme national de l'éducation en République du Congo est obsolète. Il ne répond pas aux dictats de notre environnement immédiat. C'est pourquoi nous devons être sérieux, être rigoureux envers nous-mêmes pour réformer ce programme national. Et là où je ne suis pas d'accord avec mon co-débatteur, c'est là où il dit que un élève était devant les micros des journalistes disant que l'examen était facile, on avait déjà les réponses. Oui, cette vidéo existe. Et maintenant, quelle est l'authenticité de cette vidéo? Et aller jusqu'à dire que parce que cet élève a dit ça, cela veut dire que notre système éducationnel est en berne parce que l'élève a dit ça. Mais nul ne peut être entendu alléguant sa propre turpitude. On devait nous questionner de savoir quelle est la motivation de ce tricheur-là qui a l'audace de passer à la télé, se taper la poitrine que moi j'ai triché. Et s'il s'avère que cela soit vrai, et nos services de renseignement sont là, on devait sanctionner non seulement cet élève en annulant son examen carrément, et aussi annuler l'examen de son école. Parce que la fraude corrompt tout. Il n'y a pas du sérieux à mettre quand il y a fraude. C'est au fait ça. Alors, faut-il envisager la fermeture de certaines écoles et être très méticulé pour accorder l'arrêté à celles qui veulent être ouvertes ou créées? Madame, merci encore pour la question. Fermer certaines écoles, nous pouvons aller dans ce sens-là. Et d'ailleurs, je suivais il n'y a pas longtemps et une commission que le ministre Tony Mwamba a envoyée à travers la République pour vérifier ce qui se passe. Ils ont parlé dans les rapports qu'il y a plus ou moins de 44 ou 42 écoles à fermer et qui ne fonctionnent pas par rapport aux normes. Donc, j'aimais quand le maître
a été d'accord avec moi pour dire que notre système n'est plus à la mode, parce qu'en principe, nous devons adapter nos enseignements aux réalités de notre pays. Ça, c'est tout à fait normal. Mais quant à la vidéo, mes chers maîtres, les faits sont là. La vidéo de l'élève n'est pas l'unique fait qui démontre que notre enseignement est au rabais. Plusieurs aspects sont là et démontrables. Et je dis en connaissance de cause, nous recevons les élèves tels qu'ils sont en train de passer l'examen d'État aujourd'hui. Demain ou le lendemain, ils vont s'inscrire à l'université. Donnez ne fût-ce qu'une petite dictée française avec 5 phrases, vous allez découvrir plus de 50 fautes. Donc là où les problèmes se posent déjà. Donnez les enseignements comme ça. Vous ne pensez pas, monsieur Moïse, que ça date de très longtemps? Parce qu'il faut dire que moi, aujourd'hui, je suis en contact des fois avec, vous voyez, avec le langage SMS, lorsqu'on s'écrit dans les réseaux sociaux. Il faut dire qu'il y a des gens qui vous écrivent, même leurs publications dans les réseaux sociaux, c'est truffé de fautes. Mais ce sont des gens qui ne sont pas nés d'aujourd'hui. On a le même âge et même ils sont plus âgés. Donc, est-ce que ça date pas on va dire, de l'époque diluvienne, s'il faut le dire. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ouais. C'est depuis des années et des années que nous avons sorti ces concepts. L'enseignement congolais est au rabais. Les problèmes qui se posent ici maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons décelé les problèmes, que notre enseignement est au rabais. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour remonter cet enseignement? C'est là où les problèmes se posent. On n'arrive pas à réfléchir au sens de trouver des solutions à cet enseignement. Mais ce qui est vrai, les efforts doivent être fournis de ce côté-là pour aider la République à aller de l'avant. Et les langages que nous utilisons, ces langages-là, arrivent aussi à diminuer le niveau de la connaissance d'écrit des gens, parce que les gens se fient avec des abréviations pareilles. C'est ce qui se fait même. Vous êtes en face des papiers de l'examen d'un étudiant de licence, mais il vous écrit tel qu'il communique avec ses amis sur les réseaux sociaux. Donc il y a un problème, Nous devons aider la République à aller de l'avant, sinon c'est la mort. J'ai toujours dit que sinon, si nous continuons comme ça, les étrangers vont diriger ouvertement les pays. À vous aussi, enseignants, de faire un mémo à adresser au ministre de l'enseignement supérieur, puisque vous êtes dans l'enseignement supérieur, et aussi, on va dire, primaire et secondaire aussi, pour pouvoir revoir tout ça. Parce que si vous le dites, vous le dénoncez, certes, mais vous ne faites pas les actions en faveur de cela, on est sûr de rester toujours dans ce statu quo-là. Les actions dans ce sens ont été menées à plusieurs reprises. Le problème se pose au niveau de ceux qui nous dirigent. Parce que moi, je peux amener un mémo aujourd'hui ici. Mais si vous ne m'écoutez pas pour mettre en pratique ce que j'ai décrié sur les mémos, c'est là où les bas baissent. Donc, il faut plus parler au niveau du gouvernement qui doit prendre ses responsabilités pour gérer et les enseignants et les apprenants. C'est là où le problème va se poser plus maintenant. Maître estimé, alors, faut-il, puisque tout le monde... enfin, je veux plus parler de l'orientation que nous donnons aujourd'hui. On a l'impression que l'orientation n'existe plus, ni dans les écoles primaires, on va dire, ni dans les écoles secondaires même. Aujourd'hui, lorsqu'un enfant finit les primaires, il va au secondaire. Au secondaire, il opte pour une telle section plutôt dans les humanités. Mais on a l'impression que l'élève n'est plus, on va dire, n'est plus dirigé. Voilà, parce que nous, je me rappelle lorsqu'on étudiait, lorsque moi j'ai fini ma deuxième secondaire, c'était de notoriété publique que j'étais faible en maths. On m'a directement lancé dans les latins, la littérature, disons, latin philo. Et voilà, je me suis retrouvée. Mais est-ce qu'aujourd'hui ça existe encore? Et puis notre question subsidiaire, c'est faut-il une préparatoire à l'école, disons à l'université, pour ensuite évaluer l'étudiant qui doit entrer en premier graduat? Vous savez, normalement, on devait être rigoureux dans l'orientation de nos enfants. Et c'est pourquoi je disais que notre système d'enseignement ne répond pas aux dictats de notre environnement. Aujourd'hui, dès que l'enfant est en sixième, en troisième, c'est soit pédagogie, c'est soit scientifique, et après scientifique, c'est soit biologie, chimie, soit maths, physique. Et au regard des dictats, de besoins de notre société, est-ce que ces options-là comptent?
Et comme si ça devrait toujours être ainsi aussi. Et comme si cela ne suffisait pas, le mal maintenant c'est à l'université. Vous allez trouver quelqu'un qui a fait, qui est diplômé en mécanique générale, qui arrive à l'université, il s'inscrit en droit. Et celui-là est inscrit, on les reçoit comme ça. Alors que pour être inscrit en droit, il faut d'abord apprendre le latin philo, avoir l'art de manipuler la langue, et puis avoir l'éloquence, avoir la maîtrise, ne fût-ce que en moyenne de la philosophie, du latin, étant donné que notre droit, c'était un droit romano, un droit qui est tiré du latin, et le latin est la langue des adages en droit. Et cela fait que vous trouvez aussi en médecine, quelqu'un qui a fait l'électricité, il arrive en G1, il s'inscrit en médecine, et nos frères en face, les enseignants aux universités le reçoivent comme ça, et il est inscrit, il commence à faire les cours pour devenir médecin, alors qu'il n'a pas commencé par faire la biologie, chimie aux humanités. Et curieusement, vous allez voir que ces gars-là va passer de G1 en G2, de G2 en G3 jusqu'à être... Mais s'il réussit, s'il passe bien ses sessions et... Au moins que ça soit par magie. Mais l'assistant en face de moi a dit, il a dit ceci. Il suffit de voir les enfants qui viennent des humanités pour l'université. Il suffit de dicter à un gars qui est en L1, vous trouvez qu'il écrit avec faute. Mais il était en G1. Et comment il est arrivé en L1, en L2 pour défendre difficilement son mémoire et devant son enseignant qui savait ses insuffisances depuis G1? Par l'achat des syllabus, il paraît. Et vous voyez que... Non, même pas, madame. Vous voyez que dans ces conditions... Pour le moment. Il y en a plus. Vous voyez que dans ces conditions, la responsabilité n'incombe pas seulement de notre système. La responsabilité incombe aussi des gens, de la qualité même de nos professeurs. C'est ce que nous avons aussi toujours déploré, que les professeurs ont déserté les universités pour la politique. Et ils ont laissé l'université aux mains des assistants jeunes qui n'ont pas encore la maîtrise même de ce qu'ils ont, qui doivent aussi bénéficier de l'encadrement de ces professeurs. C'est pourquoi nous avons toujours proposé que l'enseignant à l'université, le professeur, doit être beaucoup plus payé, beaucoup mieux que les politiciens, pour que tout ce qu'il a à donner, qu'il donne au profit de la nation au travers les étudiants qui sont devant lui dans l'auditoire. Et le cas contraire, c'est une manière de stimuler les professeurs à quitter l'enseignement vers la politique où les gains est trop facile, et cela sacrifie la génération et la République. On va finir par cette question-là sur l'enseignement avec vous. Il faut dire qu'on a commencé par parler des examens d'État, mais vous allez comprendre qu'on s'est étalé sur le sujet parce que c'est très nécessaire. Comme disait M. Mbouta, c'est l'avenir de demain. Si vous voulez supprimer cet avenir-là, la tuer dans l'œuf, eh ben, il faudrait supprimer l'enseignement. Moi, je veux savoir, d'après les propos de Maître Estimé, est-ce incompatible de faire, on va dire, pédagogie au secondaire et ensuite opter pour, on va dire, médecine bon, médecine, c'est vrai, pédagogie, médecine, ça peut passer, mais on va faire mécanique et ensuite on opte pour latin. Et on opte pour le droit plutôt. C'est incompatible? Non, il n'y a pas d'incompatibilité là-bas, madame, parce que mettre en face de moi, c'est bien que le latin, c'est déjà une langue morte, bien que pour faire le droit, il faut passer par là. Et il n'y a pas d'incompatibilité, parce que moi-même qui vous parle bien qu'aux humanités, je n'aime pas parler de ça, mais permettez de le dire. Bien qu'à l'humanité, j'ai fait la biologie-chimie et j'ai fait la chimie à l'université, qui cadrait d'ailleurs avec ce que j'ai fait à l'humanité. Mais par après, je suis allé faire les sciences politiques, qui n'a rien à voir avec la chimie que j'ai fait. Mais je me suis adapté, bien qu'au début, tout au début, j'avais des difficultés vu la masse des étudiants dans les auditoires des Sciences Po par rapport à la chimie, où on se retrouve peut-être au nombre de 20 ou 30 par auditoire.
Et pour arriver aux licences, je me rappelle, j'avais fini ma licence en chimie, on était au nombre de 2 en chimie industrielle. Maintenant, en sciences... mais vous avez fait vous avez commencé par un cursus et puis vous l'avez achevé, ensuite vous avez fait un autre. J'ai fait un autre, oui. Mais c'est pas différent parce que j'ai fait la biologie chimie aux humanités. Oui. J'ai commencé par faire la chimie, ce qui cadre avec ce que j'ai fait aux humanités. Oui, mais par après, je suis allé faire les sciences politiques, qui n'a rien à voir avec la politique. Mais je me suis adapté au-delà de certains faits qui ne cadraient pas. Mais par rapport à ça, l'orientation, comme Maître nous le dit, au niveau de l'université, nous recevons un enfant qui a fait la mécanique, qui vient faire les droits, nous l'acceptons. Vous avez soulevé un point très important ici. Mais l'orientation des études commence au niveau de la famille. D'une autre temps, on les appelait les conseillers d'orientation. Dès que vous finissez les cycles secondaires, vous passez devant ces papas-là avec des gros lunettes comme ça, ils vous posent certaines questions. À l'issue de cet entretien, et ils vont vous orienter. Fais ceci ou cela. Moi, j'optais pour faire les maths physiques, mais quand je suis passé devant ces papas, ils m'ont dit, allez faire la biologie chimie parce que tu n'es pas si fort en mathématiques et en physique. Donc, à ce stade, le problème ne revient pas aux enseignants tels que vous l'avez dit. Il faut orienter les enfants à partir de la maison. Donc, j'ai aimé quand vous avez parlé de la qualité de l'enseignement. C'est que vous avez conclu avec une bonne idée pour dire qu'il faut bien payer les professeurs. La RDC est l'unique pays au monde où un député gagne plus qu'un professeur d'université. La RDC est l'unique pays au monde où un conseiller à la présidence gagne au-delà du professeur d'université, les professeurs qui les forment. Je ne parle pas ici le modique salaire, la petite enveloppe que gagne un chef de travaux et un assistant. Peut-être vous allez vous moquer de moi. Donc, il y a un problème qui se pose à ce stade. Le problème ne se pose pas au niveau des enseignants, mais plutôt au gouvernement qui doit vraiment sécuriser l'enseignant. J'ai regardé une vidéo un jour d'un professeur blanc qui expliquait aux gens, mais un enseignant n'est pas n'importe qui. Quand nous avons fait la chimie, mais pour rencontrer les professeurs, ce n'était pas facile, même l'assistant lui-même. On s'est limité qu'avec les représentants de la promotion. Mais aujourd'hui, on vous trouve sous les arbres, là, dans les kiosques, en train de boire... Voilà comment le métier est rabaissé. Mon père fut un enseignant, mais à l'époque, on parlait avec fierté. Papa n'a pas enseignant. Mais aujourd'hui, si vous vous présentez dans une famille et dire que je suis enseignant, je vais épouser votre fille, on va vous l'habiter. Donc, le gouvernement a la grande part des responsabilités pour sécuriser les enseignants. Alors, on va parler de cette polémique qui enfle à l'est du pays. C'est par rapport à cette présence américaine qui est... cette forte présence américaine et qui est ponctuée depuis ce vendredi 27, par l'arrivée à Goma d'une délégation du Sénat américain qui est... conduite par l'ambassadeur des États-Unis ici en RDC, Mike Hammer. Qui est Mike Hammer pour évaluer l'état des sièges? Que répondez-vous à cette question que se pose beaucoup? Avant de répondre à cette question, j'aimerais faire un point sur la déclaration de monsieur l'assistant, mon co-débatteur. Il a dit que le latin était une langue morte, ce que nous ne refusons pas. Mais quand nous sommes en droit, nous avons deux familles de droits. Les droits anglo-saxons et les droits romano-germaniques. Les droits qui est notre famille romano-germanique. Et quand vous êtes en droit romano-germanique, vous ne maîtrisez pas au moins à 50% le latin, vous serez perdu parce qu'au prétoire, là, les adages en droit sont en latin. Alors, revenant à votre question, qui est Mike Hammer pour évaluer l'état des sièges? C'est la même question que je me pose. Si réellement sa mission était d'évaluer l'état des sièges. En ce que je sache, quelles que soient les relations qui peuvent nous lier entre la RDC et les États-Unis,
la question de la guerre à l'Est reste quand même une question de souveraineté, qui ne voudrait pas que les étrangers s'y mêlent. Et quand j'ai suivi l'interview de Mike Hammer après son audience avec le gouverneur, il dit: nous ne sommes pas venus combattre les ADF Nalu. Nous ne combattons pas les ADF Nalu. Nous sommes venus appuyer. Et ça, moi, je vous dis, il a raison de le dire. Il a raison de le dire. Au moins qu'il y ait une naïveté de la part des Congolais de penser que les citoyens américains viendront au Congo mourir au front à leur place. La mission de mourir au front pour sauvegarder l'intégrité de notre territoire face à la menace ADF Nalu, c'est une mission qui revient à nos frères, qui nous revient à nous. Nous devons verser notre sang pour défendre notre drapeau. Nous n'allons pas penser chaque fois que les étrangers viendront combattre à notre place et nous là en train de croiser les bras. Non. Et c'est pourquoi Mike Hammer, moi je le soutiens quand il dit: je suis venu apporter juste mon expérience dans la lutte contre le terrorisme. Et il n'amène que l'expérience que l'armée américaine a accumulée dans les guerres par-ci, par-là. Et comme nous sommes face à la même menace, ils amènent cette expérience pour partager avec nos militaires. Et c'est nos militaires qui doivent sauvegarder l'intérêt de notre pays. Est-il malaisé, M. Mbouta, de penser que les USA ont une main mise sur ce processus d'extermination des terroristes à l'est du pays dans le seul but de pouvoir mieux s'approprier nos ressources naturelles? Madame, dans les champs politiques internationaux, tout est possible. Comme disait toujours M. Kabila, Joseph Kabila, en politique, tout est possible. Donc, ça peut être dans ce sens-là. Il faudra revenir comprendre ce que fait ce monsieur, que les Congolais appellent communément Yanzita. Et il est en train d'aller au-delà. Or, au regard de ces missions, un ambassadeur n'est pas là pour s'y mixer, comme d'ailleurs là, si bien souligné Maître, pour s'y mixer aux affaires internes. Il est en train d'aller au-delà. Nous voyons comment ces ambassadeurs se comportent sur le sol congolais. Quand un blanc, un ami me disait toujours, quand un blanc te fait des yeux doux, c'est qu'il a quelque chose qu'il veut tirer chez toi. Donc, nous devons comprendre ce qui se passe à l'est de notre pays, parce que ça fait des jours, des années d'ailleurs, j'ai parlé des années et des années, que l'est du pays est en train de vivre ces faits. Donc, ça ne peut être que normal si les Américains ont trouvé que la donne de l'Est de la RDC, au regard de ce que les sous-sols congolais regorgent comme minerais stratégiques, et ils veulent maintenant revenir pour être les maîtres de ces coins, ils peuvent venir dans ce sens. Mais maintenant, c'est à nous, les Congolais, d'avoir cette vision claire que dans les champs politiques internationaux, nous disons, il n'y a aucun État qui a reçu le mandat de développer ou de sécuriser l'autre État. La sécurité de notre État, ou ce qu'ils brandissent comme mission officielle, cette délégation américaine, ne revient pas à eux. C'est aux Congolais. C'est aux Congolais que revient cette tâche, parce que un Américain ne viendra jamais chercher l'intérêt des Congolais. Au départ, il doit chercher ses intérêts. D'ailleurs, c'est inscrit dans l'émission d'un ambassadeur, c'est-à-dire négocier et protéger les intérêts de son peuple. Donc, nous ne devons pas ici applaudir cette action, parce que, madame, quand nos députés du coin, des provinces de Sud Kivu et de l'Ituri, Nord Kivu et Ituri ont exigé une évaluation sans complaisance avant une probable 5e fois de prolongation de l'état de siège. 6e même. On n'a pas écouté ces élites du peuple. Pendant que la commission paritaire et les ministres titulaires étaient en train d'écouter le gouverneur militaire, Mbosso, de son côté, il a fait passer de force la 5e prolongation. Or, les députés avaient raison, mais aujourd'hui, parce que c'est une délégation américaine conduite par Nzita, nous sommes là, ils ont opté pour applaudir et pour médiatiser ça. C'est la honte pour la République, madame, ça. Nous ne pouvons pas applaudir.
Alors, le MONUSCO observe, les Américains appuient, les FARDC combattent. Comment peut-on dire aujourd'hui que ce deal-là nous profite à nous Congolais? Vous savez, madame, dans les relations entre État-nation, il n'y a pas d'amitié. Il n'y a que les intérêts. Effectivement, en venant appuyer ou partager l'expérience avec nos FARDC, l'armée américaine a les intérêts cachés derrière. C'est à nous, République démocratique du Congo, d'appeler nos experts, nos stratèges, essayer d'identifier l'intérêt qui est derrière les beaux yeux des Américains. Et à ce moment-là, on saura comment manipuler leurs intérêts en voulant les changer aux besoins que nous avons. Attends, enfin, peut-on se targuer de pouvoir y arriver? Les dés ne sont pas jetés déjà. Moi, je pense que nous sommes une nation, nous sommes un État, nous avons un gouvernement, nous avons les institutions. Ça, comme mission, je ne peux pas dire que c'est impossible. Nous avons les dirigeants, ils sont aptes à faire ça. Je ne suis pas vraiment subjectif jusqu'à dire qu'ils ne peuvent pas faire ça. Ils doivent le faire. Et dès que vous avez identifié, vous savez maintenant comment marchander, faire les quiproquos dans la négociation. Et à l'est de la République, nous avons un problème sérieux. Et que les Américains viennent nous apporter l'expérience qu'ils ont, nous pensons que c'est une très bonne chose. Mais nous devons identifier quelle expérience ils doivent nous donner. Ils ne doivent pas venir avec l'expérience et arriver sur le terrain 3 mois après, ils sont dans le pétrole, ils sont dans les mines, et c'est ça l'expérience qu'ils sont venus nous donner. Non, nous devons en tant que nation identifier les besoins. Mais dites-moi, n'est-ce pas clair que déjà vous fustigez cette présence, cette forte présence, vous dites qu'ils sont là pour appuyer? Déjà, on ne comprend pas. Appuyer, c'est comme je vous ai dit, la MONUSCO observe, les Américains appuient, mais ce sont des Congolais qui meurent au front. Et entre-temps, comme l'a dit votre co-débatteur, l'état des sièges ne fait qu'être prorogé jusque-là sans, on va dire, on va pas parler qu'il n'y a pas de résultat, mais jusque-là sans que les ADF ne soient complètement hors État congolais. Alors, au regard de tout cela, à quoi ça nous profite réellement? Madame, moi je ne pense pas que vous étiez en train de penser jusqu'ici qu'un autre citoyen d'une autre nation viendra mourir à la place des Congolais. Non. C'est nous. Nous devons mourir pour l'intérêt de notre drapeau, l'intérêt de notre pays. C'est à nous de défendre notre République. Mais seulement, nous ne pouvons pas fustiger le fait que les autres républiques nous amènent l'expérience qu'ils ont dans le combat qui est notre aujourd'hui. Maintenant, c'est à nous en tant que nation de savoir identifier la valeur et la qualité de cette expérience que l'on nous amène. Et moi, je dois avouer que depuis un temps, nous avons suffisamment capitalisé l'expérience des autres nations qui sont venus nous appuyer en stratégie, en logistique et autres choses. Raison pour laquelle même notre armée, aujourd'hui, a pris de la place en Afrique. Nous sommes, je pense, si ma tête est bonne, nous sommes 4e ou 5e. Et c'est déjà suffisamment bon. C'est vraiment à nous de combattre ce qui nous est aujourd'hui opposé comme guerre. Et aussi, vous me posez la question de savoir si cette situation nous profite. Mais les ADF n'ont pas commencé aujourd'hui. Ça fait plus de 20 ans qu'ils sont en République. C'est aujourd'hui qu'on décide de mettre un terme à cela. Et c'est aujourd'hui qu'on décide de lutter ouvertement contre cette menace. Et nous ne devons qu'applaudir et appuyer parce que nous avons vu les gens étaient au pouvoir. Pendant plus de 18 ans, les ADF étaient là, vaguant à leur occupation, tuant les Congolais comme ils veulent. Et on aurait appris même que Jamal Moukoulou, qui était leader ADF, Nalou à l'époque, logeait ma campagne sous la protection des dirigeants de l'époque. Et aujourd'hui, si la menace ADF Nalou peut être amoindri petit à petit jusqu'à être effacé,
un Congolais digne de ce nom ne peut qu'applaudir cette volonté et l'appuyer. Pourquoi pas, monsieur l'assistant et moi, pourquoi pas ne pas descendre dans les rues, mobiliser les jeunes gens, de se faire enrôler dans l'armée, aller mourir au fond pour la République. Pourquoi pas moi et lui prendre les armes, aller au front. Ah non, je pense pas que vous ayez l'âge du recrutement. Voilà. C'est ça. Nous devons nous montrer patriotes. Ouais. Nous devons éviter l'extrémisme. Nous devons appuyer la République à combattre la menace pour donner la paix à nos frères de l'Est. Vous partagez son point de vue? Pas totalement, parce que madame, je l'ai toujours dit partout où je passe dans les médias, qu'il se pose un problème de la mise en place des actions conçues au niveau de la présidence par rapport, et par rapport à ceux qui les mettent en musique. M. Félix a des intentions, a des bonnes idées de faire quelque chose, mais le problème se pose au niveau de la mise en pratique de ces trucs. Je vais mettre quelques faits en place, comme si ce qui se passe à l'Est, mais le président de la République veut une chose et son contraire. Quand il a décrété l'état des chefs, si je me rappelle, c'était le 6 mars de l'année en cours, et il enlève les gouverneurs civils remplacés par les gouverneurs militaires. Au nord Kivu, il nomme le général Luboya, mais le général Luboya, madame, ce que je peux signifier ici, fut un ancien chef militaire de RCD Goma, mouvement de rébellion soutenu par les Rwandais. À l'Ituri, il nomme M. Constant Ndima. Non, je crois que vous faites le contraire, voilà. Ah. Nord Kivu, c'est Ndima. Oui, le contraire. Oui. M. Ndima aussi fut l'un des officiers militaires dans les rangs des mouvements de MLC, jadis aujourd'hui devenu un parti politique. Ce mouvement était soutenu par l'Ouganda. Mais voilà comment les nominations des gouverneurs militaires arrivent par des anciens chefs rebelles. Et récemment, si c'est un mois passé, il y a eu aussi une nomination d'un responsable de DDR, que d'ailleurs M. Denis Mukwege a décrié, et la société civile, pour dire que c'est un ancien chef rebelle qui doit encadrer ceux qui déposent les armes. Donc, il y a un problème déjà qui se pose à ce stade. Vous avez de l'autre côté quelqu'un qui était un rebelle soutenu par les Rwandais, et de l'autre côté un ancien chef rebelle soutenu par l'Ouganda. Vous les mettez à la tête pour tenter d'éradiquer plus ou moins 122 groupes. Oui, ce n'est pas peut-être dans cette logique-là qu'il faut toujours prendre celui qui connaît la maison pour mieux combattre cette maison. Pas même les Américains font ça, on les voit même dans les films et tout ça. Ça peut aller dans cette logique au regard des résultats sur le terrain. Mais si nous regardons les résultats sur le terrain, je vais vous rappeler ici que depuis que l'état des choses a commencé, il y a eu déjà plus de 3 journalistes et vos confrères qui tués à l'est du pays. Les civils n'en parlons pas. Donc, il n'y a rien qui avance. Ce que je disais tout à l'heure, en principe, il devait avoir une évaluation sans complaisance. Je dis bien ça ne vient pas de moi, ce sont les députés de ces coins qui disaient une évaluation sans complaisance, mais on n'a pas compris. On était en plein processus d'évaluation de l'état des choses. Mbosso de son côté faisait passer la 5e prolongation. Nous attendons peut-être la 6e, mais quels en sont les résultats? Donc, à un moment donné, nous devons s'asseoir, bien réfléchir de ce que nous voulons faire. Parce que compter sur la présence de l'armée américaine ici sur notre sol, ça va pas avancer la République, parce que un Américain ne peut venir là que pour son intérêt. Maître l'a bien souligné tout à l'heure. Donc, nous ne pouvons pas compter. Mais nous connaissons comment l'ONU fonctionne. Nous voyons les véhicules de ces gens-là, l'air puné rempli par nos matières en train de traverser vers les Rwandais. Nous les voyons comment ces ambassadeurs se comportent. Je me rappelle ici de l'assassinat que je n'encourage pas, de l'ambassadeur de l'Italie, qui est sorti ici à la capitale avec une autre feuille de route, mais il s'est retrouvé dans les mines d'or à l'est où il a été assassiné. Donc il se pose un problème. Je vois ici un dignitaire du pouvoir nous disait l'autre fois que du temps de Mouzé Kabila, même d'ailleurs les fils
les ambassadeurs ne se comportaient pas de la manière. À ce stade ici, au régime de M. Félix Tshisekedi, il y a un laisser-aller, permettez-moi l'expression, il y a un laisser-aller de ces gens-là. Comment quelqu'un peut sortir avec une autre feuille de route et assassiner dans les mines? Donc, il y a un problème de contrôle de ces gens. Or, dans les jeux politiques internationaux, la mission et le comportement des corps diplomatiques accrédités dans votre pays est bien défini par les jeux diplomatiques. Ils n'ont pas cette marge-manœuvre-là de faire n'importe quoi. Je ne sais pas si aux États-Unis ou en France. Par là, on peut comprendre que Zita, comme on le dit, il est libre. Il fait même comme il veut. J'ai vu une photo où il a fait porter son sac à un officier militaire de la RDC. Allez-y comprendre. Donc, il y a un problème sérieux qu'il faut vraiment cadrer et pour ne pas faire la honte de la République. Alors, il y a une autre question qui taraude dans l'esprit des observateurs, c'est cette forte présence auprès des gardes des parcs nationaux. Les appuyer dans le terrorisme, dans la lutte contre le terrorisme, parce que dans ces parcs-là, c'est devenu, on va dire, un abri, un sanctuaire des ADF Nalou, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, c'est votre avis également aussi, c'est justifier le fait d'avoir tous ces... Le fait pour moi de voir la délégation américaine soutenir les éco-gardes de parc, moi je ne trouve pas ça mauvais. Si ils peuvent changer leur expérience avec nos amis qui gardent le parc. Et vous n'allez pas ignorer ici que les parcs là aident beaucoup dans l'écosystème international. Et détruire ces parcs, c'est menacer la nature, c'est menacer l'écosystème. Et dès qu'ils sont là, s'ils sont là, pour les appuyer à résister contre les ADF qui se cachent dans les parcs, nous disons merci. Mais si, parce que dans les parcs là de Virunga, il y a du pétrole, si la présence est motivée, la présence des Américains dans ce parc là est motivée par le pétrole qui est dans les parcs, là nous demandons à nos dirigeants d'ouvrir l'œil et le bon pour contraindre leur intention cachée. C'est là où nous avons fait allusion ici aux stratèges de la République qui doivent être là pour anticiper dans la diplomatie. Et voulant revenir en arrière sur les allégations de mon co-débatteur quand il dit le fait pour les chefs de l'État d'avoir nommé le général Luboya à Ituri et général Ndima au Nord Kivu, il a péché parce que ces gens ont eu dans leur passé à négocier, à avoir le soutien de pays voisins pour soutenir leur rébellion. Et moi je dis, quand ils ont fini de faire leur rébellion, sont-ils rentrés au Rwanda et en Ouganda ou ils sont restés au Congo? Ces gens-là sont des militaires de l'ex-phase. C'est de l'ex-phase. Mais ils ne devaient pas passer par la cour martiale, on va dire, peut-être, pour répondre de leurs actes. Non, les actes qu'ils ont eu à poser dans son temps, ce sont les actes qui ont répondu aux besoins immédiats de cette époque. Et les politiques, comme la politique a toujours eu raison sur les droits et autres, la politique nous a amenés à Sun City. Et de Sun City, on a fait tabula rasa sur tout ça. Et ils se sont montrés, depuis lors, comme des bons soldats, les vaillants soldats qui sont au service de notre République. Ils se sont retrouvés respectivement en Ituri et au Nord Kivu. La capacité de nuisance à Deko, je pense, en Ituri, les ADF Nalu, à Beni, dans le Nord Kivu, a sensiblement diminué. Que notre débatteur nous dise ici qu'il n'a rien vu et la situation ne fait que s'empirer. Non, ça c'est une déclaration politique, simplement et purement politique, qui ne cadre pas avec la réalité. Alors que nous sommes en train de débattre sur les questions d'intérêt général. Débattant sur les questions d'intérêt général, on devait se départir de toute velléité de couleur politique, de tout ce qu'il y a comme casaque, costume politique, pour ne parler que nation.
Et quand on parle nation, on ne parle pas avec état d'âme. On parle nation avec l'âme d'État. Nous devons reconnaître que la capacité de nuisance de l'ADF NALU a sensiblement diminué. La capacité de nuisance de ADECO dans l'Ituri a sensiblement diminué. Et nous devons maintenir la pression et une grande pression pour arriver à anéantir ces forces négatives pour donner la paix à nos concitoyens. Bon, déjà, il y a une personne qui m'a fait remarquer qu'on a tendance à trop parler Ituri, Nord Kivu, mais au Katanga, on ne voit rien qui est en train de venir. Et voilà, donc je ne sais pas si vous pouvez un peu commenter là-dessus. Moi, je n'ai pas connaissance d'une présence ou d'une rébellion dans le Katanga. Les Bakata Katanga, ce sont les jeunes Katangais qui sont toutefois manipulés par les politiciens, et les politiciens bien connus de la République, bien connus des citoyens, et qui doivent être non seulement encadrés politiquement, mais ils doivent aussi avoir du boulot, parce que les politiciens, les malheureux politiciens qui manipulent ces jeunes gens, s'écartent derrière le fait que le Katanga nie tout, le Katanga regorge tout, et vous, les jeunes Katangais, vous n'avez pas d'emploi, alors il faut chasser Biloulou, oui, et faire des Katanga une républiquette. Et ça, ce n'est pas une menace extérieure comme les ADF NALU, ce n'est pas une menace permanente comme les ADECO en Ituri. Ce sont des déclarations politiques qui viennent de manière ponctuelle et qui doivent être effacées. Monsieur Christian Nzungu, bonjour. Vous nous rejoignez sur ce plateau. On comprend votre retard. Vous venez de votre fondation, la Fondation Nzungu. Vous allez déjà nous en parler. Qu'est-ce que c'est? Oui, bonjour Madame Lilaz. Donc, Fondation Nzungu, c'est une fondation qui agit avec 4 objectifs précis. On s'occupe de l'éducation des enfants de moins de 16 ans et on fait une sensibilisation à l'éducation civique et morale, qui est une chose qui est devenue très très rare au Congo. Et ensuite, nous avons aussi un autre vecteur qui est le parrainage et le mentorat, et également la distribution des denrées alimentaires. Donc là, je reviens d'une action qui m'a empêché d'être là à l'heure suite à quelques embouteillages, mais on va essayer de faire le nécessaire en tout cas. Et vous êtes situé comment? Vous êtes d'abord à Kinshasa ou vous êtes sur toute la République démocratique du Congo? Dans l'idéal, on aimerait être sur toute la République démocratique du Congo, mais avec le problème de transport lié au vol interne, même si les tarifs ont baissé, on est d'abord à Kinshasa et ensuite on va essayer de faire toute la République. Donc vous êtes essentiellement dans le social? Pour l'instant, on est dans le social et surtout l'aspect éducatif, puisqu'on a un problème de mentalité, de civisme au Congo. Et pour changer ça, il faut travailler avec les plus jeunes. Parce que les adultes, on aura du mal à changer les mentalités, mais les plus jeunes, on peut essayer de malayer un peu les plus jeunes. Et on peut déjà connaître les actions que vous avez menées sur le terrain? En fait, là, nous avons fait une action humanitaire à l'école Nouvelle Ligo. C'est une école où j'ai étudié quand j'étais plus jeune à Mongafula, de M. Sedi Pierre Nzakoun, un ancien de l'Athénée de la Bombay. Et ensuite, nous avons fait une action humanitaire à l'avenue Kikwit à Mongafula également, dans un orphelinat d'environ 40 enfants, ça s'appelle SED. Et là, vous dites action humanitaire, là, vous nous parlez plus de la distribution des vivres, c'est ça? En fait, sur l'orphelinat, on a fait une distribution des vivres pour les enfants. On a donné donc à manger, à boire et on a beaucoup discuté avec eux. Ils sont tous scolarisés. Il y a même une qui a eu son examen d'État, qui ne pensait pas pouvoir poursuivre ses études. Et il y a une dame de la fondation, dont je dirais le nom, qui a décidé de prendre en charge ses frais de scolarité pour l'université. Et à l'école, on a parlé vraiment de la partie éducation civique et morale. Et du fait que la pondération de l'éducation de l'ECM, c'est le cours que nous on avait à l'époque, qui est devenu très faible pour ça. Pourtant, on en a besoin dans la communauté congolaise. Et malheureusement, vous arrivez en retard. On a parlé d'entrée de jeu dans cette émission de l'éducation. Et voilà, puisque c'est aujourd'hui que débute la série de 4 jours des examens d'État. On en parlait de l'éducation, mais là, nous sommes en plein dans le sujet de cette délégation américaine, de cette présence américaine à l'est du pays pour appuyer les FARDC dans la lutte contre le terrorisme. La question pour vous, c'est combien de temps peut prendre cette mission de dite évaluation? Des Américains. Oui. Les Américains viennent évaluer les Congolais. Oui. Évaluer l'état de siège. Congolaises à la maison. Voilà. Moi, je commencerai par dire 20 ans à Kaboul. Aujourd'hui, ils ont laissé les Afghans. Donc, on doit se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, je sais très bien que beaucoup de Congolais ignorent vraiment les potentialités de l'Est de notre pays.
on devrait vraiment ouvrir les yeux sur l'Est. C'est vrai que dans l'idéal, les Américains sont censés réputer être forts. Aujourd'hui, les militaires congolais peuvent défendre corps et âme l'Est du pays, s'ils le veulent, et si on leur donne les moyens. Donc je pense qu'ils vont rester le temps nécessaire qu'ils veulent parce qu'ils ont intérêt à être dans l'Est du pays. Parce que c'est une zone avec des parcs, avec des richesses incroyables. Qui a le gorge de pétrole et tout. Pour moi, c'est plus... intéressés. Ils sont intéressés parce que l'ambassadeur, il se prend un peu pour un Congolais, mais l'Américain. Pour moi, ça me désole. Bon, on va dire un ambassadeur aussi... peut-être qu'il nous sort de l'ordinaire. Hein. On a l'habitude de voir des ambassadeurs dans les bureaux, mais celui-là, il est plus sur le terrain, à Capelle, en train de tâter les réalités congolaises, quinoises. Nous dirons qu'il est sur le terrain pour avoir la réalité congolaise, mais ça me rappelle un ambassadeur italien qui est décédé à l'est du pays. C'est des zones dites dangereuses. Pourquoi l'ambassadeur va ramener des sénateurs qui quittent les États-Unis pour aller faire une évaluation à l'est du pays? Réfléchir. On doit s'interroger vraiment pour savoir... C'est la commission Affaires étrangères, les sénateurs de la commission. C'est quand que les experts congolais peuvent aller faire une évaluation aux États-Unis. Si la réciprocité est possible, on l'accepte. Mais pour l'instant, ils viennent toujours superviser et nous, ça nous pose un problème. Surtout que Monsieur Mbout, à côté de vous, disait que cette évaluation a été demandée plusieurs fois par les députés nationaux, mais toujours pas accordée. Cette évaluation de l'état des sièges, bien sûr. Pourquoi ils ne vont pas avec aussi des députés pour avoir une synergie en fait entre nos députés à nous et comme une commission paritaire, quoi. Alors, devra-t-on plutôt s'attendre à ce qu'elle perdure et que le retrait ne se fasse jamais de cette commission-là, de ces forces américaines, que ce soit comme avec la MONUSCO, ils sont là, ils sont installés, évaluation, comme la MONUSCO, observation, et puis après on demande retrait, et puis on va commencer à dire petit à petit, c'est pas maintenant que ça doit se faire, et que ça prenne autant de temps. Madame, si vous avez bien suivi l'analyse de M. Christian, et vous allez comprendre qu'il est, bien qu'il n'était pas ici, mais qu'on est allé dans le même sens, que les Américains ne peuvent jamais venir au Congo sans leur intérêt. Donc, leur présence va se manifester de la même manière qu'avec la MONUSCO, parce qu'ils ils comprennent ce qu'ils cherchent de l'autre côté, à l'Est. Mais en principe, nous devons quitter cet état. C'est que M. Émile Bongeli, mon maître que je salue ici, le professeur Émile Bongeli, dit de l'état bébé. Nous devons quitter cet état de l'état bébé pour aller à l'état responsable. Mais jusqu'à quand nous allons toujours rester la main tendue vers l'extérieur? Mais qui aide les Américains à faire l'évaluation des actions gouvernementales de leur pays? Qui aide la France, la Chine et tous ces pays-là? Pourquoi seulement au Congo, ils doivent venir nous évaluer? Comme je l'ai dit d'entrée à la matière, que les députés nationaux de ces coins ont demandé cette évaluation, mais ça n'a pas été écouté. De l'autre côté, quand on attendait qu'on évalue ces gens-là, Mbosso a passé la 5e prolongation de l'état de siège. Donc il se pose un problème. Nous devons chercher comment bien réfléchir pour s'approprier de la gestion du Congo. C'est ce que Lambert Mende disait de son temps, évitant les immixtions dans les affaires internes. Mais pourquoi, quand l'actuel régime était à l'opposition, ne cautionnait pas tout ceci, mais aujourd'hui, ils sont en train de marcher. Ce ne sont pas les réalités qui ont rattrapé. C'est très grave. Et je voudrais rencontrer ici pour citer madame, mon maître estimé, pour dire, moi, je n'ai pas une coloration politique telle que je suis là. Je ne fais pas des déclarations vaines, non. Je l'ai toujours dit, moi, je suis de l'école du réalisme. Parlons des réalités et les faits, vous êtes maître. Les faits en place. Qu'est-ce qui a exactement changé depuis qu'on a décrété l'état des chaises? S'il y a eu changement, pourquoi on cherche toujours à prolonger? Donc, il y a un problème qui se pose. Parmi les faits et que nous décrions ici, vous avez appris qu'il y a eu le détournement des fonds alloués aux opérations de l'état des chaises. Il y a eu restriction même des droits et libertés des citoyens. Aujourd'hui, ce n'est pas moi de vous informer parce que vous informer de ça, parce que vous êtes un juriste de formation. Aujourd'hui, si un civil commet un bravure à l'Est, il est directement jugé par les tribunaux militaires. Donc, il y a déjà un problème. Donc, en lieu et place de rétrécir, de limiter les actions, aujourd'hui où nous parlons, la situation ne fait que s'aggraver. C'est comme disait un collègue chercheur, c'est Trésor Lubanga là,
qui disent en fait l'armée congolaise n'est pas un problème, mais c'est un problème et non une solution, l'armée congolaise en soi. Il nous faut des réformes approfondies de notre armée pour arriver à sécuriser correctement notre territoire. Parce que quand je faisais allusion aux anciens chefs rebelles nommés aux actions de cet état de siège, c'est par rapport à ça, à la réforme de l'armée. Donc, il y a ici la loi, je parle, l'idée de la loi de M. Noël Tchani, conduite par Nsing Pouloulou à l'Assemblée nationale, qui ne jure que sur les Congolais de père et de mère pour exercer certaines fonctions régaliennes. Mais comment expliquer que dans des zones, dans des pareilles zones, vous allez mettre quelqu'un qui a des accointances avec les mouvements de rébellion qui sévissaient et d'ailleurs qui continuent jusqu'à aujourd'hui à semer l'insécurité à l'est du pays. Nous avons vu le monsieur Cissé Bosco Tanganda qui se réclamait être congolais, mais quand il est allé, quand on l'a accusé de l'autre côté à la CPI, il a déclaré sa nationalité rwandaise. Donc il y a tout un problème dans notre armée. Je ne suis pas le mieux placé pour en parler, mais ce que je dis est vraiment fondé. Nous devons se dire vraiment la vérité, se regarder en face, dire la vérité, que jusque là les vrais résultats entendus par rapport à la vision de que le président de la République a décrété l'état de siège au sens de l'article 85 de notre Constitution ne sont pas encore là. Il faut faire quelque chose, comme disaient les députés, j'insiste là, il faut faire une évaluation sans complaisance. Quand ils disent ça, c'est qu'il y a des bavures. Pourrait-on arriver, maître, estimer à la fatalité que la RDC, du moins dans sa partie Est, soit désormais une zone assiégée plutôt par des différentes forces qui tirent chacun leur intérêt? On va dire la MONUSCO, les Américains qui sont là maintenant, les ADF qui sont là. L'objectif de cette guerre à l'Est qui n'arrivait pas à se terminer, c'était d'installer ou instaurer l'ingouvernabilité à l'Est, afin que ça soit une zone où chacun pouvait se servir comme il veut. Mais avant de toucher le fond de cette réflexion, j'aimerais quand même rencontrer les déclarations qui sont sorties de mes co-débatteurs. Quand monsieur l'assistant nous dit que aujourd'hui, le fait qu'un civil soit conduit devant la juridiction militaire quand il a commis une infraction pendant l'état de siège, c'est un problème. Nous disons non, ce n'est pas un problème. Si on a seulement compris la définition de l'état de siège, ce n'est pas un problème. L'état de siège, par définition, c'est un régime exceptionnel dans lequel sont restreints la plupart des droits des citoyens. Le droit de la liberté d'expression, là, on diminue ça. La liberté de circuler, on peut vous l'interdire pendant un temps. Et c'est ça. Quand vous avez commis une infraction, les juridictions militaires, c'est de la civile, c'est de la place aux juridictions militaires. Et c'est ça. Quand on a compris cette définition, on ne vous dit pas qu'il y a un problème. Ça, c'est de un. De deux, on nous dit le fait qu'on proroge continuellement l'état de siège à l'Est, cela veut dire qu'il n'y a pas changement. Non. Il y a changement. Mais on en veut plus, qu'on doit proroger mais plus. Vous pouvez être clair, détailler les changements qu'il y a eu de l'autre côté, parce que moi, j'insiste jusque-là, il n'y a pas de changement. Très bien, moi je savais que c'était madame la journaliste qui posait des questions. Comme vous êtes à deux, moi je réponds. Comme un juge, je dis objection. Comme vous êtes à deux, moi je réponds. Comment vous dites objection, rejeter, objection. Voilà. Non, à part rejeter. Accepter. Voilà. Alors, comme vous avez accepté, changement, la capacité de nuisance des ADF NALU a été sensiblement réduite. Ça, c'est de 1. De 2, beaucoup de localités qui étaient sous contrôle des ADF NALU. Il n'y a plus de morts à l'Est? S'il vous plaît. Laissez-le dans sa... Beaucoup de localités qui étaient sous contrôle de forces négatives à l'Est ont été récupérées par notre armée. En Ituri, la capacité de nuisance de la Codeco a été anéantie, sensiblement diminuée.
et beaucoup plus de généraux qui s'étaient autoproclamés, qui avaient constitué leur groupe armé, se sont rendus. Et nous disons que ça, ce n'est que de l'échantillon. Et nous sommes trop exigeants parce que nous voulons la paix intégrale à l'Est, que nous voulons que l'état de siège soit prorogé autant de fois que possible jusqu'à anéantir totalement ces forces négatives. Et quand vous posez la question de savoir, est-ce que la mort, il n'y a pas de mort? Non, je vous dis tout de suite parce que je suis honnête, il y a des morts. Est-ce que... S'il vous plaît, est-ce que les morts qu'on enregistre aujourd'hui, c'est le même nombre qu'on a enregistré jadis avant l'état de siège? Si vous pouvez aussi être honnête, vous direz... des images s'il vous plaît, si vous pouvez aussi être honnête comme moi, vous allez dire que la mort a sensiblement diminué. Mais seulement par le fait qu'on peut enregistrer ne serait-ce qu'un mort dans la République causée par les forces négatives. Pour nous, c'est une défaite de la République et la République doit se relever pour sécuriser intégralement la population. Voilà, Monsieur Nzungu, nous passons à autre chose maintenant. Je voudrais revenir sur ce que disait Maître Estimé. Avant, le conflit à l'Est, c'est un conflit qui date de belle lurette. Le problème, c'est qu'il faudrait vraiment restructurer l'armée congolaise. Tout à fait. Je reste persuadé que nos forces militaires, nos généraux que nous avons, si on fait une restructuration de l'armée, nous pouvons être efficients et défendre notre territoire. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, l'accompagnement des étrangers, des forces étrangères me pose problème. Parce que quand ils découvrent cette zone-là avec le potentiel, ça leur donne aussi envie d'y rester pendant des années et des années. Mais le problème réel, c'est qu'aujourd'hui, dans l'armée, on a aussi des militaires compétents qui peuvent faire le travail. Mais comme on a eu ce problème d'infiltration dans l'armée, ça pose beaucoup de problèmes. Donc l'Est du pays est une zone stratégique pour tous les pays frontaliers, sans compter les multinationales. Donc à chaque fois que les États-Unis ou l'Union européenne se rapprochent, c'est le Congo. Donc on va qui est dire toujours en danger. qu'ils sont maintenant officiellement dedans, d'après vous, ils sont officiellement, on va parler, quand je dis ils, c'est dans... c'est conglomérat, effectivement. Oui, ils sont officiellement dedans pour maintenant mieux soutirer... En fait, moi je prends toujours l'exemple du FMI et de la Banque mondiale. C'est des menottes pour l'Afrique. On crée un chaos, on vous prête de l'argent, vous passez votre temps à rembourser les intérêts au lieu de rembourser la dette. C'est ce qui se passe souvent en Afrique. On a eu le cas en Côte d'Ivoire, avec l'ivoirité, qui j'espère ne se prononcera pas ici avec la congolité. Mais ils ont créé le chaos et ensuite ils sont venus prêter de l'argent pour pouvoir reconstruire. Pour ceux qui ne maîtrisent pas l'économie, c'est tout bénéfique quand on nous prête de l'argent par le FMI. Mais en fait, ça engage des générations entières du pays à rembourser une dette qui ne va peut-être pas servir à la construction du pays. Entre-temps, les régimes passent, ce sont les autres qui accumulent des dettes. Madame, si vous m'accordez 2 minutes seulement, je vais rencontrer mon co-débatteur quand il parle qu'aujourd'hui on doit réformer l'armée. Vous avez raison. Mais seulement l'armée ici que nous avons, c'est une armée déjà réformée. C'est parmi les actifs de Joseph Kabila. C'est la réforme de cette armée. L'armée que nous avons aujourd'hui provient des brassages des forces négatives de l'époque. Le RCD Goma, RCD KML, les Maï, machin. Tous ces gens-là, après les dialogues de Sun City, se sont retrouvés autour de la table et tout le monde a rejoint le FARDC aujourd'hui. Et on a réformé cette armée. Mais nous devons avouer que les réformes doivent être continuelles. Pourquoi? Parce que les besoins de notre République ne sont pas statiques. Aussi longtemps que le besoin en sécurité évolue, les réformes aussi doivent s'adapter à l'évolution du besoin. Voilà, on va parler maintenant de l'action de la justice congolaise qui, on a l'impression, c'est l'avis des observateurs, est plus active dans le camp même du président Tshisekedi. Quand on dit le camp même, ça veut dire l'union sacrée en général. Alors l'inspection générale des finances, cet outil redoutable dont se sert la justice congolaise, a encore frappé. C'est l'ancien ministre de la Santé publique, Eteni Longondo, qui se retrouve aux arrêts pour détournement des fonds alloués à la Covid-19. Que dire, monsieur Moïse Mbouta, de toutes ces arrestations depuis l'accession plutôt de Félix Tshisekedi au pouvoir? Merci madame pour la question, mais avant de répondre ici,
il faudrait dire un mot par rapport à ce qui est distillé dans l'opinion quand on arrête quelqu'un, que ce soit du pouvoir ou de l'autre côté, les gens crient à la cité l'état des droits en marche. Donc, il y a un sérieux problème de compréhension de certains concepts ici au Congo. L'état des droits, c'est pas arrêter les opposants ou les dignitaires du pouvoir, c'est tout à fait autre chose, mettre en face pourra développer trop. C'est une notion qui a été théorisée par les juristes autrichiens Hans Kelsen et qui s'est dit dans un état de droit, il doit y avoir une prééminence de respect de ce que vous avez mis comme normes juridiques dans votre pays. Donc, tout citoyen doit être égal devant la loi. Ça n'a rien à voir avec les arrestations parce que les gens crient on a arrêté ni quelqu'un du pouvoir, c'est l'état des droits qui est en marche. Non. Est-ce que nous en sommes à la première arrestation des dignitaires du pouvoir? Je dirais non. Et je vais vous rappeler ici, madame, quand on a arrêté l'un des conseillers à la présidence qui imitait les signatures du président de la République. On l'a arrêté, nous l'avons vu à Makala. Est-ce qu'une semaine après, le monsieur s'est retrouvé en Europe? Donc, il y a un problème. L'autre monsieur qu'on a arrêté de la présidence aussi, c'est lui qui coordonnait la coordination des changements de mentalité qu'on a arrêté en flagrance, en train d'être reçu une enveloppe dans une banque de la place que je ne peux pas citer les noms pour des raisons de PIB. Mais est-ce qu'il est en prison aujourd'hui? J'ai dit non. Donc, il y a un problème. Pour moi, c'est qu'à Lingeti... Les cas Kamere également, on l'a arrêté. Aujourd'hui, il est en prison, mais jusque-là, maître ici en face, je ne sais pas s'il va me contredire pour dire qu'il y a une infraction parce que les défenseurs de la République a parlé de l'infraction intellectuelle, bien que parmi les faits, parmi les éléments de l'infraction, l'élément intellectuel existe, mais dire d'une infraction intellectuelle et assortie d'une sanction, là, je n'ai pas vraiment la totale maîtrise sur ces dossiers. Les maîtres pourra nous éclaircir. Jusque-là, on n'a pas démontré noir sur blanc ce qui a été l'infraction de M. Kamere et le conduisant conduit à la prison. Au-delà, les cas de Willy Bakonga également, d'ailleurs, Willy Bakonga, on parlait qu'il serait arrêté premièrement parce qu'il a détourné les fonds alloués à la gratuité de l'enseignement. Mais ce n'était pas le cas. On l'a arrêté au niveau de Brazzaville parce qu'il voulait voyager avec des grosses sommes, ce qui est interdit actuellement à travers le monde, et il est de ce côté-là. Donc, les vrais problèmes qui doivent se poser ici, madame, après tous ces arrestations, quelle est la suite? La suite logique. Bien que Kamere aujourd'hui purge, il est à Makala, il n'est pas à Makala, tous nous savons bien qu'il est au centre Nganda depuis qu'il est là. Et on l'a fait sortir de l'autre côté pour des raisons de santé, je ne sais pas. 4, 5, 6 mois après, si sa santé n'est pas encore bonne, c'est la chanson de tous les Congolais, de tous les politiciens congolais. Ils sont à bonne santé, mais quand on l'arrête, vous allez entendre ces avocats crier, il faut les laisser aller ailleurs chercher les soins. C'est normal quand on change de milieu. D'ici là, vous allez, dans quelques jours, les avocats de Teni Longondo vont dire la même chose, que sa santé n'est pas bonne, comme on parle avec Matata. Donc, ce qui serait mieux quand on arrête comme ça, parce que jusque-là, toutes les arrestations pendant le régime de M. Félix ne vont que au sens d'une seule infraction, c'est le détournement des deniers publics. Mais quand on l'arrête un tel monsieur, qu'on le juge, que la justice est rendue, confirme l'infraction. Pourquoi ne pas récupérer cet argent et remettre dans les trésors publics? Or, cela, nous n'avons pas encore vu. C'est pourquoi nous disons qu'il y a un problème. En tant que politologue de formation, je sais comment les méandres de la politique s'organisent. Il y a d'autres arrestations que nous disons aujourd'hui sont populistes. Pourquoi? Parce que le régime en place est en train de chercher les points forts de leur campagne, si élection il y aura en 2023. Ce sont des arrestations populistes. Nous avons vu ici, avec les cas les combats qu'il y a eu entre Alingeti et
Tony Mwaba. Mais avant cela, il y a une photo qui est circulée où Tony Mwaba et Alinguet étaient devant les juges. Mais je parle ici de le secrétaire général de l'IDPS, M. Kabouya, qui donnait des injonctions. Donc ici, madame, vous faites parler une photo? Oui, la photo. Non, vous la faites parler, vous la photo, c'était pas une vidéo. Madame, si je me rappelle... Excusez-moi, je ne donne pas mon avis, mais nous sommes autour d'une table. On fait des photos souvent à la fin de l'émission. Et aujourd'hui, je suis promu quelque part, on vous fait à côté de moi, vous voulez que les gens disent quoi? Madame, il y a un principe qui dit que l'image parle mieux que ce que nous parlons. Et en politique, madame, les images donnent de plus bonnes informations par rapport à ce que nous pouvons dire. Donc ici, il y a des arrestations qui vont dans l'essence du populisme et il y en a aussi qui vont peut-être dans l'essence de sécuriser les trésors publics, madame. Monsieur Nzungu, vous êtes de son avis que c'est plus une justice spectaculaire qu'une justice active Après, je ne dirais pas que je suis de l'avis de Maître Mbouta, c'est ça? Non, pas Maître, Monsieur Mbouta. Monsieur Mbouta. Moi, je suis juriste de formation. En droit, on juge par les faits et le droit. De ce fait, aujourd'hui, qu'on ait un auditeur avec l'IGF est une bonne nouvelle pour le Congo aujourd'hui. Par contre, en droit, on ne peut pas aller sur des présomptions. Donc là, qu'on dise qu'on juge dans un seul sens, on arrête dans un seul sens, pour moi, c'est l'interprétation. C'est comme pour la photo, je ne peux pas interpréter une photo, même si on peut avoir de l'imagination, mais je n'irai pas interpréter la photo. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, qu'on arrête monsieur Longondo, pour moi, c'est juste une arrestation parce qu'il y a un principe fondamental du droit qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. Celui qui commet une infraction doit répondre de ses actes. Donc, pour moi, c'est des arrestations. Et après, ensuite, il faut avoir un jugement et voir ce qui va suivre de ces arrestations. Par contre, là où je pourrais être d'accord, c'est lorsque ces personnalités sont arrêtées, pourquoi il n'y a pas un gel des fonds? Ça, je peux être d'accord avec ça. Le gel de fonds peut être nécessaire. Mais après, aujourd'hui, ces arrestations et l'arrivée de l'auditeur qui est représenté par M. Jules Alinguet, pour moi, c'est une bonne chose pour le Congo. Après, par la suite, sur les arrestations, les procès, ça, c'est du droit, hein, c'est du fait. Et ensuite, on juge en droit, je ne peux pas me prononcer sur des affaires. Maître, vous l'avez entendu, votre co-débatteur d'en face qui parle d'une justice populiste. Moi, je dis que c'était spectaculaire. Alors, la question, c'est exact, est-ce que c'est le fait de punir dans son propre camp comme ça, même si il faut le faire, ne va pas pousser plus d'un à se désolidariser de Félix Tshisekedi lors de son prochain mandat ou lors de sa campagne, puisqu'il ne faut pas parler déjà de prochain mandat? Vous avez raison de réfléchir comme ça, madame. Mais avant de répondre à cette question, moi, je voulais quand même rencontrer Moïse Mbouta. Je comprends que Moïse Mbouta n'avait pas suivi le procès Kamere. Je n'aimais pas un jugement de valeur sur un procès en cours, il nous est interdit. Mais je prends juste l'aspect de l'avocat de la République en son temps, Maître Kalouba, quand il dit l'infraction de détournement, c'est une infraction d'intellectuel. Il n'a pas dit que c'est une infraction intellectuelle. Le fait seulement de dénaturer la phrase vous déroute. Dire que c'est une infraction d'intellectuel voulait seulement dire que c'est une infraction qui peut être commise que par des intellectuels parce qu'il est couvert de beaucoup d'astuces pour arriver à lui. Ça, je saute. Et pour monsieur Mbouta, les arrestations qu'on a vues de gauche à droite, c'est épidermique, c'est populiste. Nous disons non. Il faut faire confiance à la justice. Le credo du régime Tshisekedi, c'est l'état des droits. L'état des droits, c'est un état dans lequel tout le monde est en dessous de la loi. Seule la loi prime sur tout le monde. Et c'est pourquoi les bras droits de Tshisekedi, Vital Kamerhe, a été rattrapé par la justice mais les cas Kamerhe, c'est un ballon d'essai de l'état. Et moi, je pensais que vous pouvez être élégant, mais laisser parler comme je vous laisse aussi. Alors, le bras droit, Kamerhe, a été arrêté, jugé, et vous avez vu. Et le jugement est là.
en tout intellectuel, vous pouvez passer au greffe, on peut vous tirer ces jugements, vous allez les lire. Hein, pour question d'enrichir votre argumentaire, vous pouvez arguer prochainement avec des bases solides, qui est tâtonné, comme vous le faites aujourd'hui, ça n'honore pas. Et deuxièmement, M. Willy Bakonga a été arrêté. Il a été poursuivi ici, dans notre pays, parce qu'il était soupçonné de détournement des fonds alloués à la gratuité. Mais il s'est évadé, il a fui la justice de son pays. Il s'est retrouvé à Brazzaville avec les sommes au-delà du seuil recommandé par les normes internationales. Il a été arrêté. En premier lieu, il est jugé pour le blanchiment de capitaux, il est condamné. Son procès pour le détournement l'attend parce que le ministère public est en train de réunir les preuves. Et le ministère, il dit que le conseil de la présidence a été arrêté et directement, une semaine, 2 semaines, il a été libéré. Mon frère, le ministère public instruit à charge et à décharge. Il n'instruit pas seulement à charge que l'objectif, après vous avoir arrêté, c'est seulement vous condamner. Non. S'il n'y a pas les indices sérieux de culpabilité, il vous libère. Quelqu'un qui a été appréhendé en flagrance. Parce que, s'il vous plaît, parce que... Non, je vous rappelle, parce que vous êtes maître. Parce que, il y a un principe de droit qui dit toute personne accusée est présumée innocente. Même les cas de flagrance, maître. Toute personne là, accusée. vous me décevez, maître. Oui, oui. Même les cas de flagrance. Oui, oui. Je dois vous décevoir. Je dois vous décevoir. Vous parlez aussi du principe. Parce que vous n'êtes pas juriste. Vous le dites, non, moi j'ai des connaissances. Parce que vous ne maîtrisez pas ça. Je dois vous décevoir. Laissez-moi continuer ce montant de paroles. C'était mon temps de parole. Les cas de parole. Soyez déçus en silence. C'est mon temps de parole. Je suis déçu, maître. Mais mon frère Moïse... Je ne pensais même pas que ça peut sortir de la bouche d'un maître, tout ce que vous dites là. Mon frère Moïse... Les cas de flagrance. Mon frère Moïse... Je vous reprends là-dessus. Mon frère Moïse, je l'ai dit, je dois vous décevoir. Soyez déçus plus. Parce que moi, je ne dis que ce qui est de droit. Je vous dis, même en cas de flagrance, toute personne accusée sur les lieux de flagrance est toujours présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif. Et ça, je l'ai dit sous contrôle de tout juriste et tout avocat, tout professeur de droit digne de ce nom. Et c'est pourquoi moi je ne suis pas surpris que vous soyez déçus parce que vous êtes politologue. Maintenant, mais nous avons une formation proche, n'oubliez pas. Oui, proche mais pas. N'oubliez pas. Proche mais pas le même. Si je vais faire les droits aujourd'hui, ça n'est... Maître, non, je voudrais comprendre. Aujourd'hui, on m'attrape avec votre téléphone en poche. D'après ce que vous dites, maître, hein? Oui. Vous criez à la voleuse. Oui. Et puis, je vous dis, non, ce téléphone, je l'ai mis dans ma poche parce qu'il ressemble au mien et j'ai confondu. Voilà. C'est dans ce sens-là, maître. C'est ça, vous avez vite compris que c'est lui qui était voisin des juristes. Alors, c'est pourquoi... Alors, est-ce que ça ne va pas pousser les gens à se désolidariser de Félix Poudre, répondant à cette question, moi, dans notre parti, le CPPC, avec mon président national, le docteur Nkere, nous sommes contre l'impunité. Nous sommes contre le détournement, les vols. C'est pourquoi, même si tous les vautours politiques qui entourent le président Tshisekedi pour enrichir leurs poches, se construire des maisons, se taper des meufs, et même s'ils peuvent fuir parce qu'ils ont volé, la justice les a attrapés, nous voulons qu'ils puissent partir tous et laisser Tshisekedi seul avec la population. Nous, la population, le fait que Tshisekedi ne s'entremêle pas de la justice et qu'il mette la justice au-dessus de tous, et nous appuyons ça. Ce qui a tué ces pays, ce qui a jeté les discrédits sur Joseph Kabila, c'est l'impunité. La politique et les politiciens devenaient comme une sorte de cartel de voleurs qui sont au sommet de la République à voler et se protéger entre eux. C'est ce qui a créé cet égard de richesse entre eux, la classe là au-dessus qui est trop riche et la classe en bas qui est trop pauvre. Il n'y a pas de classe intermédiaire. C'est pourquoi on doit faire que la justice obtienne de plus en plus son indépendance, qu'elle attrape tous ces voleurs-là, s'il y a preuve, qu'ils soient jugés. Et j'appuie M. Nzungu
qu'on doit geler les biens de ces gens-là. On doit les exproprier pour enrichir le trésor public. C'est tout ce qu'il nous reste à faire. Justement, tout à l'heure quand vous avez parlé des meufs, c'est vrai que ça fait des drôles de sortir de votre bouche. Lorsqu'on a parlé des meufs, je ne sais pas si vous avez vu ça dans les réseaux sociaux, il y a une personne qui a écrit que il y a plusieurs filles en ce moment qui rentrent chez leurs parents, il y a des appartements AGB qui sont en train d'être vidés. Et ça m'a fait beaucoup rire. Alors, la dernière question à laquelle vous allez tous répondre, pensez-vous aussi que toutes ces arrestations font mauvaise presse pour le régime actuel et que encourage à dire aussi que Félix Tshisekedi se choisit des mauvais collaborateurs? Après, mauvaise presse, je ne pense pas. Aujourd'hui, il faut revenir sur l'éducation des personnes. Quel exemple donnons-nous aux enfants en disant qu'aujourd'hui, si on devient politicien, on devient forcément riche? Moi, ça me pose un sérieux problème sur les générations à venir. Je suis allé lors de la Fondation Zongo faire l'action à l'école Novéligue où il y a beaucoup d'enfants qui m'ont dit qu'ils veulent devenir président, ils veulent devenir politiciens. J'ai demandé à une petite fille, il n'y a plus d'infirmières, de médecins. Elle m'a dit, ben non, parce que si je deviens président, je pourrais avoir beaucoup de voitures. C'est pour dire en fait que le modèle de la société est en train de devenir biaisé. Aujourd'hui, moi, je sais que quand j'étais plus jeune, on rêvait de devenir pilote, on rêvait de devenir menuisier, couturier, avocat. Mais aujourd'hui, les références ne sont plus les mêmes. Mais après, aujourd'hui, l'état de droit, s'il s'applique proprement dit, comme il est en train de se faire aujourd'hui, c'est une bonne chose pour le Congo de demain. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se dire qu'on arrive, on devient DG, on devient ministre, député, on avait une voiture, on est avec 7 voitures. Je ne sais pas. Après d'avoir gagné au loto, peut-être, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, c'est trop visible, en fait. Et en fait, quand on arrête et qu'on gèle les avoirs de ces personnes-là, en par contre redistribuant ces avoirs-là à des populations, comme l'a dit Maître Estimé, il n'y a pas au Congo aujourd'hui de classe moyenne. On est soit très riche ou soit très pauvre. Et le fait qu'on soit très riche, très pauvre, ça crée une dichotomie de la société. Alors qu'aujourd'hui, on peut, en gélant les avoirs de ces personnes-là, redistribuer ça pour recréer une classe sociale moyenne. Et c'est pour ça que le Congo, tant qu'on n'aura pas réglé ce problème d'éducation et de civisme, on aura toujours des personnes qui pensent être au-dessus de la loi, alors que le principe fondamental du droit, c'est nul n'est censé être au-dessus de la loi, ignorer la loi. Alors, on se demande qui sera ce Robin de Bois qui va dépouiller les riches pour redistribuer aux pauvres. On se pose la question. Ça va arriver, ça va arriver. Monsieur Mbouta, professeur, assistant professeur du PEN, vous pensez qu'il y a des mauvais collaborateurs tout autour du président de la République et que c'est vraiment ça son talon d'Achille? Madame, ça ne peut pas manquer parce que nous l'avons déjà décrié ici, que le président de la République est mal entouré. Et nous voyons ça et là, les conseillers à la présidence, et d'ailleurs, ce n'est pas moi seul qui le dit, même les militants de l'IDPS font des audios qu'ils mettent sur l'Internet pour dire que non, ces gens-là, pendant les heures de travail, ils sont ici en ville dans des boîtes en train de faire leur vie. Donc, il doit y avoir un problème de ce côté. En principe, et pour que les pays avancent mieux, le président de la République devrait s'entourer des gens qui sont capables de comprendre sa vision et de l'aider, de les mettre en place. Je l'ai dit ici, il a de bonnes intentions, il a de bonnes idées, mais il se pose un problème de collaborateurs qui ne viennent là que pour s'enrichir. Je l'ai dit, je ne sais pas si c'était hier, quand on a investi le gouvernement Samaloukonde, et je disais, et je n'ai aucune chance à donner à ces gouvernements parce que nous voyons que ce sont des gens qui viendront premièrement pour se faire une santé financière. Ils voient quoi? Les élections à venir. Et ce que nous avons dit, et aujourd'hui, nous sommes sur cette voie-là. Vous entendez le détournement. Oui, mais ça, c'était pas Warrior. Non, pas la dame ici. Il y a une dame, ministre ici, j'oublie son ministère, où on n'a pas qu'elle a détourné l'argent. Il y a les combats qui s'est passé entre Alinguetti et Tony Mwaba, tous nous avons suivi. Donc, ce sont ceux du gouvernement que vous appelez des guerriers. Or, ils ne le sont pas parce que 3 mois après, rien n'a changé sur le panier de la ménagère. Et donc, s'il faut finir ici, madame, je voudrais juste faire ce raccordement avec cette histoire des rames
qui fait souffrir la population congolaise. J'ai été victime encore ce matin. Voilà, voilà. Comment ces pays, le gouvernement est en train de rançonner la population. Vous pouvez avoir 3, 4 SIM. On vous coupe dans tout ça. Mais pourquoi ça? Il n'y a pas longtemps, le président de la République a suspendu cette action, mais curieusement, la population est en train de souffrir. Et dernièrement, il y a une femme, je ne confirme pas, qui aurait perdu son enfant parce qu'elle a mis les unités pour appeler son mari, de venir vite avec la voiture et amener l'enfant à l'hôpital. Tout ce qu'elle a mis comme unité, et RAM a coupé ça. Maintenant, la dame n'a pas pu atteindre son mari qui était loin. Donc, je pense que le président de la République doit faire à ce que sa parole soit comme la force de la loi quand il dit quelque chose et que cela soit appliqué, parce que nous sommes en train de souffrir. On n'a rien d'abord à manger, mais l'épée que les Congolais a, dès qu'on met ça ici pour faire quelque chose, RAM vous ravit ça. Vraiment, c'est pas du tout catholique. Le ministre qui est là, il est de l'IDPS parce qu'il nous réclamait l'orthodoxie de la gestion. Mais c'est pas le cas quand il se retrouve de l'autre côté là. Et surtout la grande question, à quoi sont affectés tous ces frais de RAM? Ça aussi. Ça, c'est la question à laquelle il répondra devant le Parlement. Ça aussi. Maître, vous pensez que le bilan de Félix Tshisekedi risque d'être mitigé à cause de ses collaborateurs? Bon, il y a la vérité que parmi les collaborateurs du président Tshisekedi, il y a les parachutés aussi. Il y a les parachutés qui rêvent, au lieu de travailler, ils sont en train de rêver. Les gens qui n'avaient jamais pensé occuper tel poste d'élévation, qui étaient en Europe en train de laver les assiettes dans des restos, directement on lui bombarde conseiller. C'est le seul job qui est en Europe. On lui bombarde conseiller principal. Oui. Quand on pose même la question de son cursus académique là en Europe où il était, il est licencié dans des boîtes de nuit. Il est docteur dans les détournements des femmes d'autrui. Et maintenant, je n'ai pas dit que c'est tout le monde, quoi. Hein, il y a un groupe de gens comme ça qu'on doit vite mettre de côté, le faire remplacer par les gens capables, les gens valables qu'on peut retrouver ici sur place ou ailleurs, pourvu que la République marche. Et il ne va pas dire comme Joseph Kabila, je n'ai pas eu 15 personnes autour de moi. Je pense qu'il l'a déjà dit. Je pense quand on regarde la qualité des gens qui sont autour de lui, il l'a déjà dit. Mais je ne pense pas que ces gens-là, l'agir de ces gens-là va impacter son bilan dans la mesure où, que tu sois mon ami d'Europe ou de l'imité, quand tu as un pépin avec la justice, moi j'observe que la justice te frappe ou t'innocente. Et c'est ça le positif dans Tshisekedi. L'impunité zéro fait que le mandat de Tshisekedi sera positif. Et il est déjà. Je souhaitais juste revenir sur ce que disait Maître Estimé. Par contre, les parachutés, c'est un peu un jugement. Et après, au niveau de l'Europe, j'ai vécu, j'y vis encore. En Europe, il y a des personnes très compétentes, même si vous n'avez pas généralisé. Mais aujourd'hui, ce qui primerait au Congo, c'est les compétences et la méritocratie et non... Il n'y a pas de récompense. Je pense qu'aujourd'hui, on a eu quand même un turnover assez impressionnant depuis que le président Félix Tshisekedi est en place. Ce qui veut dire que celui qui ne travaille pas peut se retrouver dehors. Donc s'ils étaient tous parachutés, ils seraient toujours en place. Et je n'avais pas dit tous. Je fais une mise en relation pour recadrer un peu, parce que les Européens qui me regardent n'accepteront pas qu'on puisse dire qu'ils lavent toujours les assiettes en Europe. Il y a beaucoup de personnes compétentes en Europe. Dans la preuve, je suis là. Oui, la preuve, enfin, vous parlez toujours de méritocratie et tout ça, mais bizarrement, quand on est... vous ne mettez pas l'accent sur les valeurs morales. Parce que je peux être aujourd'hui docteur en journalisme, mais il se fait que devant même un billet de $100, je me mets à trembler. Je dis toujours que pour moi aujourd'hui, c'est la méritocratie et la compétence qui priment. Par contre, sur la valeur, la probité morale est une denrée très rare au Congo aujourd'hui. C'est pour ça que je dis qu'on doit travailler encore sur l'éducation, parce que celui qui
dès son jeune âge, a déjà vu 500 $, ne va pas paniquer s'il voit 500 000. Celui qui n'a pas eu l'opportunité de voir cela, c'est comme aujourd'hui ceux qui entreprennent en Afrique ou au Congo, qui envoient de l'argent à la famille, mais si le frère a jamais vu 300 $, le jour où tu donnes 300 $, il va dans un bar, il devient le boss du bar. Et justement, c'est ça qu'on voit lors des funérailles. Hein. Quelqu'un qui décède en Afrique, l'Europe envoie de l'argent. La personne chez qui on envoie de l'argent. Après, lorsqu'on demande des comptes, c'est toujours on en vient même aux mains. Voilà. Le Congolais n'aime pas rendre compte. Hein? Non, même quand vous l'envoyez au marché acheter quelque chose, vous dites, il est resté, il y a combien qui reste et tout. Le Congolais n'aime pas rendre compte. Il a pris de l'eau parce qu'il avait besoin de boire. Oh bah justement, voilà. Donc merci à vous d'être venu, d'avoir assisté à cette émission. Nous attendions. Bon, je ne ferai pas sa publicité, hein, parce que c'est quand même méchant de n'avoir pas appelé, de n'avoir pas dit les raisons pour lesquelles il s'absente. Bah, il y avait un grand absent ici. Et ben, nous le saluons, nous lui souhaitons beaucoup de bonheur. Bonne journée à vous et merci à vous de nous regarder. Prochain rendez-vous le vendredi prochain. Tautologie, voilà, le prochain rendez-vous, c'est le vendredi. Demain, c'est merveille. Mercredi et jeudi aussi. Je vous dis au revoir.